Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République reçoit le ministre français de la Défense et discute avec lui des moyens de développer la coopération entre les deux pays. Démarrage de la deuxième session parlementaire ordinaire 2014 au niveau des deux chambres du Parlement. Parachèvement des travaux du projet relatif à l'approvisionnement en eau potable de l'aéroport international de Nouakchott. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. La présidence de la République communique par décret en date de ce jour sont nommés M. Zeidan El-Ahmed et M. Sidiul Salem, chargés de mission à la présidence de la République. Le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui en audience le ministre français de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian. Au menu, les relations entre la Mauritanie et la France dans le domaine militaire. L'audience s'est déroulée en présence de M. Ahmed El-Dayoul Mohamed Al-Radi, ministre de la Défense nationale, et de M. Abdallah El-Ahmed Damou, chargé de mission à la présidence de la République, ainsi que de l'ambassadeur de France en Mauritanie. À l'issue de l'audience, le ministre français de la Défense a fait la déclaration suivante. Je suis venu ici rendre visite au président de la République, que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer à deux reprises à Paris, pour un échange à la fois sur la relation entre la Mauritanie et la France, dans le domaine militaire, mais les relations sont excellentes et la coopération est très concrète et très efficace dans de nombreux domaines. Et nous avons pu faire le point. Et puis nous avons échangé sur un certain nombre de questions liées à des crises africaines. D'abord la situation au Mali. Nous avons insisté sur la volonté d'aboutir à la pacification définitive du pays. Et nous avons constaté une similitude de point de vue sur cette nécessité. Et nous avons aussi évoqué, au-delà même du Mali, l'ensemble de la problématique Sahel. Puisque, comme vous le savez, la France a décidé de réorganiser son dispositif dans cette partie de l'Afrique pour être en mesure de lutter contre le terrorisme, parce que la plaie et l'origine de l'insécurité, ce sont ces groupes terroristes qui perturbent l'ensemble du territoire, qui permettent à ce que la croissance ne soit pas au rendez-vous. Donc nous avons nous-mêmes réorganisé notre dispositif autour de Gao, Djamena, Niamey et Ouagadougou dans une conception régionale de notre action, et j'ai exposé cette problématique au président Abdelaziz, qui lui-même a pris l'initiative du groupe A5, du G5, qui a aussi comme objectif la sécurité, en particulier la sécurité des frontières, ceci en application des orientations qui ont été prises au sommet de l'Elysée en décembre dernier. Et puis nous avons aussi évoqué la situation en République centrafricaine, qui nous préoccupe beaucoup, qui préoccupe aussi beaucoup le président Abdelaziz, qui envisage de contribuer à la mission d'opération maintien de la paix décidée par les Nations Unies, ce qui va s'appeler la MINUSCA. Et je souhaitais pour ma part que, comme président de l'Union africaine en exercice, il puisse, au moment du sommet de l'Union africaine au mois de juin, évoquer cette prise de conscience des risques qui existent aujourd'hui en République centrafricaine et de la nécessité d'une solution sécuritaire et d'une solution politique. Puis nous avons aussi abordé les questions liées au Nigeria. Nous avons évoqué cette initiative horrible de la part des groupes de Boko Haram et la nécessité d'une bonne coopération
entre les différents États pour juguler ce risque majeur au nord du Nigeria. Voilà les points les plus importants que nous avons évoqués, je crois. Je n'ai rien oublié. La deuxième session parlementaire ordinaire au niveau de l'Assemblée nationale a démarré cet après-midi. L'ouverture de cette session a été marquée par un mot du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El Boilil, qui a indiqué qu'elle sera riche en activités parlementaires. Messieurs les ministres, chers collègues députés, nous voilà réunis aujourd'hui dans le cadre de la deuxième session parlementaire ordinaire pour l'année 2014, une session qui vient juste après 3 sessions extraordinaires successives. Cette activité parlementaire intense nous montre le volume du travail qui nous attend tout au long d'un mandat parlementaire qui n'est fait que débuter. Nul doute que l'interférence entre cette session et l'échéance présidentielle ne manquera pas de lui donner un caractère spécial et une importance toute particulière. En effet, le climat qui caractérisera cette étape cruciale, ainsi que le rôle qu'on est appelé à jouer, chacun au niveau de son département, détermineront sans doute le degré de maturité de nos concitoyens et par conséquent le destin de notre pays pour lequel nous espérons plus de progrès et de prospérité. Qu'Allah sème la concorde entre toutes les composantes de notre peuple sous la bannière de notre sainte religion et qu'il protège notre pays des dangers de cette époque, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Enfin, et conformément à l'article 52 de la Constitution et l'article 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je déclare ouverte la session parlementaire ordinaire pour l'année 2014. Ouverture ce soir de la deuxième session ordinaire du Parlement pour l'année 2013-2014 au niveau du Sénat par le président de cette Chambre, M. Mohamed El Hassan El Haj, qui a prononcé pour la circonstance le discours dont voici la traduction avec Cheikh Saadbou. Messieurs les ministres, messieurs les sénateurs, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année parlementaire actuelle, au cours de laquelle nous aurons à étudier et discuter un ensemble de textes relatifs aux différents domaines de la vie nationale. Chers collègues sénateurs, en votre nom et en mon nom personnel, je félicite les candidats aux prochaines élections présidentielles dont les dossiers ont été retenus par le Conseil constitutionnel. Tout comme je regrette la non-participation à ces élections d'une partie de la classe politique nationale. Je souhaite que le prochain scrutin se déroule dans les meilleures conditions de transparence, d'équité et de responsabilité. Messieurs les ministres, messieurs les sénateurs, en application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et de l'article 1er du règlement intérieur du Sénat, je déclare ouverte pour le Sénat la deuxième session parlementaire ordinaire 2013-2014. Je vous remercie. Les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement et de l'équipement et des transports, respectivement M. Ahmed Salem El-Bachir et M. Yahya El-Haddamine, se sont enquis aujourd'hui de l'état d'avancement du projet d'approvisionnement en eau potable du nouvel aéroport international de Nouakchott. La visite a permis à la délégation ministérielle de s'informer dans les détails sur le parachèvement des travaux de ce projet. Le nouvel aéroport international de Nouakchott, voilà le nouveau joyau qui a fait l'objet de visite ce matin d'une délégation ministérielle. Sur place, les deux ministres se sont informés sur le parachèvement des travaux de ce projet. Ils ont également suivi des explications détaillées sur ses composantes techniques ainsi que sur les étapes des affranchis. La délégation ministérielle a visité les différents chantiers de ce projet qui assurera l'approvisionnement en eau potable de tous les pavillons du nouvel aéroport. Et au terme de leur visite, les deux ministres ont tenu une réunion avec les responsables, une réunion axée sur l'examen des problèmes posés en vue de leur trouver des solutions appropriées pour assurer l'approvisionnement en eau et combler les déficits dans ce domaine. Et c'est le gestionnaire en chef de l'unité du réseau d'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott qui donne ici des explications détaillées sur ce projet. C'est le projet d'AAP du nouvel aéroport international de Nouakchott. C'est un projet dont la consistance se résume donc en la pose de 32 km de conduite polyéthylène et la construction de 2 réservoirs
de 500 mètres cubes pour le premier et de 200 mètres cubes pour le second. Donc, comme vous l'avez vu, l'objet de la visite aujourd'hui était de voir donc l'évolution des travaux. Donc, il a été constaté que l'eau est arrivée actuellement à l'aéroport et que donc l'approvisionnement peut se faire sans aucune difficulté. D'ailleurs, le réservoir de 500 mètres cubes est là, il est étanche, il est actuellement en train de se remplir d'eau. Le second, qui est un réservoir de stockage, mais surtout qui a été réalisé pour éviter tout arrêt de l'approvisionnement de l'aéroport en cas d'entretien du réservoir de 500 mètres cubes. Donc ce réservoir sera achevé dans un mois. Donc c'est un réservoir de stockage secours. A noter que le nouvel aéroport international de Nouakchott permettra d'accueillir 2 millions de passagers par an et ouvrira à des centaines de Mauritaniens des opportunités d'emploi. En somme, il permettra à la Mauritanie d'avoir un accès aérien conforme aux normes internationales et pouvant ainsi être un levier pour le développement économique du pays. Les travaux de la 16e réunion de la commission technique des autorités de régulation des pays méditerranéens ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Cette session discutera un certain nombre de questions préparant la réunion des présidents du réseau que notre pays, qui assure la vice-présidence du réseau, doit abriter avant la fin de cette réunion. Cher Senles. Ils sont venus de France, du Portugal, de Chypre, d'Espagne, de Turquie et du Maroc, les responsables des instances de régulation méditerranéenne réunis à l'initiative de notre pays dans le cadre de la 16e session du comité technique du réseau des instances de régulation méditerranéenne. La rencontre de Nouakchott a débattu de plusieurs sujets à l'ordre du jour de la réunion. Pour nous, c'est une réunion de travail où on évalue le travail mené jusqu'à présent et on prépare les prochaines séances de travail. Il faudra se concentrer sur des questions de stéréotypes de genre, des questions d'indépendance des régulateurs, de gouvernance des médias publics. Tous des sujets majeurs qui nous attirent et qui sont le centre d'intérêt de notre plateforme. Lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de la réunion, le président du réseau a remercié la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel mauritanienne pour ses efforts en faveur de l'impulsion de l'action du réseau. J'aimerais vous rappeler tout principe fondamental sur lequel nous nous sommes mis d'accord, à savoir la nécessité de garantir le plus haut niveau de qualité de nos travaux au sein du RIRM. La participation des présidents et d'autres hauts fonctionnaires des autorités membres aux réunions de notre réseau est donc indispensable, tout comme les contributions par les discours dans la discussion et avec des propositions. De son côté, le président de la APA et vice-président du réseau des instances de régulation méditerranéenne a prononcé un mot de bienvenue dans lequel il a planté les décors de la tenue de cette réunion du comité technique du réseau. Aujourd'hui, il s'agit de jeter un regard sur les travaux et les conclusions auxquelles nous sommes parvenus à Limassol, à Chypre, et de créer les conditions pour une bonne réussite de la 16e session de notre réseau que notre pays, la Mauritanie, aura l'honneur d'abriter avant la fin de cette année. Je suis sûr que vous saurez montrer que vous êtes à la hauteur des ambitions que nous plaçons en vous. Après cet échange d'allocutions, les participants se sont penchés sur la discussion approfondie des thématiques à l'ordre du jour de leur réunion. L'autorité de régulation des marchés publics a organisé aujourd'hui à Nouakchott un atelier de validation du manuel de procédure des marchés publics au profit des autorités contractantes. Prenant part à cet atelier, des représentants de toutes les instances publiques concernées par la gestion des dépenses publiques. Cet atelier de validation du manuel de procédure des marchés publics, auquel prennent part des représentants de toutes les instances publiques concernées par la gestion des dépenses publiques, permettra aux participants de tirer le plus grand profit des échanges d'expertise afin de finaliser le manuel de procédure. Le directeur de la réglementation des affaires juridiques au sein de l'autorité de régulation des marchés publics, M. Sidi Mohamed Ouloubaidi, nous édifie sur le rôle du manuel de procédure. Cet atelier a pour objectif essentiel de valider ce document qui a pour objet de prévoir un certain nombre de procédures
très claires qui seront utilisées par l'ensemble des autorités contractantes, que ce soit celles qui existent au niveau des ministères, à savoir les secrétaires généraux des ministères, soit au niveau des établissements publics à caractère administratif ou les établissements publics à caractère industriel et commerciaux, soit les sociétés nationales ou de façon générale les entreprises publiques. Donc c'est un ensemble de règles, de procédures qui prévoient ce genre de procédés qui seront mis à la disposition de ces autorités pour engager des dépenses inférieures au seuil des compétences des commissions de passation. Mais il faut que ces règles respectent un certain nombre de principes, à savoir le traitement égal des soumissionnaires ainsi que les principes de transparence et d'économie. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le président de l'autorité de régulation des marchés publics, M. Diallo Abou Moussa, a précisé que la législation actuelle en matière des marchés publics constitue une garantie pour une meilleure utilisation des fonds publics, en raison des mécanismes et des principes qu'elle impose pour la transparence des procédures, leur efficacité, ainsi que pour la rationalisation de la gestion des deniers publics. L'article 28 de la loi portant code des marchés publics, dit-il, énonce que les autorités contractantes peuvent recourir à la demande de fixation des prix ou à une consultation restreinte à condition de respecter les principes de liberté d'accès aux marchés publics et l'égalité de traitement des postulants ainsi que la transparence des procédures. Il a insisté sur l'importance du manuel de procédure qui détermine toutes les règles et procédures relatives aux dépenses publiques au-dessous du seuil de compétence des commissions des marchés. Rappelons que les participants à cet atelier ont pu suivre une présentation du manuel de procédure des marchés publics suivi d'un débat. Les travaux d'un atelier régional de concertation sur la circonscription du Sahel-Ouest Afrique organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable en collaboration avec le Fonds pour l'environnement mondial ont été ouverts aujourd'hui. L'atelier qui réunit les points focaux des États membres s'inscrit dans le cadre des rencontres annuelles de la circonscription Sahel et Afrique de l'Ouest OFM. Le changement climatique est devenu un cauchemar qui préoccupe le monde entier. Pour faire face aux défis environnementaux, les FEM, c'est-à-dire le Fonds pour l'environnement mondial, a organisé cet atelier. Un atelier auquel ont participé les membres de la circonscription d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, en collaboration avec les ministères de l'Environnement et du Développement durable. Ce ministère a été représenté par son secrétaire général qui a indiqué au cours d'une allocution prononcée à l'occasion que l'introduction des considérations écologiques au sein des plans stratégiques sectoriels doit contribuer à garantir un développement durable. En soulignant que les problèmes d'ordre climatique tels que la désertification, les incursions maritimes et la dégradation biologique des ressources constituent une menace transfrontalière qui fait appel à une coopération internationale. Le bilan des travaux de cet atelier seront décisifs, sachant que le conseil d'administration du FEM sera tenu à la fin du mois courant. Pour lutter contre la dégradation de l'environnement mondial au cours des 4 prochaines années, le programme du FEM6 aideront à financer des projets dans plus de 140 pays afin de lutter contre nombreuses menaces. À la veille de la 6e phase du fonds, la FAO appelle aux États membres, aux organisations impliquées, ici présentes et ailleurs, à mettre au cœur de futurs projets en préparation, à mettre au cœur de ces projets l'homme et la femme en général. Les participants à cette rencontre suivront jusqu'à demain des exposés relatifs au projet du FEM au niveau régional. Un groupe de cadres et d'acteurs politiques de la Muqata'a de Maqta al-Ahjar ont annoncé leur retrait de Tawassul et leur ralliement à l'UPR. C'était au cours d'une manifestation politique organisée hier soir par le groupe. Son porte-parole, M. Mohamed Emin Talib, indiquait que leur adhésion à l'UPR s'explique par la clarté de son parcours et son sérieux en plus des réalisations accomplies sous l'égide du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, au niveau du développement global du pays.
Le groupe a rendu public un communiqué dans lequel il explique les causes à l'origine de leur ralliement à l'UPR et passe en revue ce qui a été réalisé sous le mandat de M. Mohamed El Abdelaziz. Les services spécialisés du secteur de l'énergie ont commencé la mise en œuvre d'un vaste projet d'électrification de certaines avenues de Nouakchott à partir de l'énergie solaire. Plusieurs zones de Nouakchott ont profité de ce projet qui couvrira dans une seconde phase plusieurs axes principaux de la capitale. La manne de l'énergie solaire est la ressource de notre pays et le mieux dotée. Jadis inexploitée, cette énergie aujourd'hui est mise à profit pour éclairer nombre d'artères de la capitale. Les lampadaires qui jalonnent les principales avenues de la ville sont désormais en partie alimentés par cette source d'énergie propre. Ce n'est là que le commencement. La route reliant Luxor à Teflarzena a été illuminée par ces lampadaires. D'autres axes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la capitale, suivront dans le cadre du projet de 3000 unités d'éclairage public, comme l'indique le responsable de la Somelec. Plusieurs études ont été établies et ça s'est déjà concrétisé par la construction d'une centrale solaire à Nouakchott d'une puissance de 15 MW qui est actuellement en service depuis mars 2013. Il y a un projet de centrale éolienne qui est en cours de construction d'une capacité de 30 MW. Par ailleurs, il y a une étude pour une future centrale éolienne de 30 MW. Les études sont en cours à Nouakchott aussi. D'autre part, au niveau de l'intérieur, on peut citer à Kifa un projet de centrale hybride, 5 MW diesel et 1,3 MW solaire. Au niveau de Chami, la centrale éolienne alimente toute la ville. C'est une énergie propre vers laquelle tendent tous les pays soucieux de garantir un environnement sain à leur population. Tous ces efforts sont orientés vers un développement de cette énergie renouvelable qui, d'un point de vue environnemental, c'est l'orientation d'ailleurs à l'échelle internationale, c'est la réduction des gaz à effet de serre, des émissions. Donc c'est une énergie propre. C'est non seulement une énergie propre, mais le coût du prix de revient sera inférieur à celui des énergies traditionnellement utilisées. Voici à présent le rappel des titres. Le président de la République reçoit le ministre français de la Défense et discute avec lui des moyens de développer la coopération entre les deux pays. Démarrage de la deuxième session parlementaire ordinaire 2014 au niveau des deux chambres du Parlement. Parachèvement des travaux du projet relatif à l'approvisionnement en eau potable de l'aéroport international de Nouakchott. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, Inch'Allah.